Bonjour, deuxième vidéo sur philosophie, politique et utopie. La question que finalement on doit se poser en regardant les auteurs qui se sont intéressés aux questions politiques, aux questions de définition d'un nouvel environnement, d'un nouveau lieu qui corrigerait les tares du monde actuel, ou de leur monde, c'est évidemment de savoir quel bilan les auteurs font de leur époque. L'utopie, elle va corriger les problèmes de sa propre époque. Mais ces problèmes, évidemment, un, ne sont pas les mêmes d'époque en époque, et puis deux, ces problèmes ne sont pas forcément perçus par les auteurs de la même façon. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est un point peut-être un peu étrange, mais c'est sur les questions économiques, perçues ou non perçues. Les auteurs, ils partent d'un imaginaire propre à leur époque, ils réfléchissent à partir de la culture qu'ils ont acquise, culture qui se transmet dans leur époque. Et sur les questions économiques, il y a un point qui est tout à fait étrange, mais aussi important, c'est que dans l'Occident chrétien, nous vivons sur une valorisation assez importante de la pauvreté. Alors, je dis dans l'Occident chrétien, c'est un peu plus large tout de même, puisque l'Antiquité était déjà sur un axe de ce type-là. En effet, nous avons tout un courant philosophique très à la mode au XVIe siècle, XVIIe siècle, mais qui nous vient directement de l'Antiquité, qui valorise le dénuement, qui valorise le détachement des biens matériels. L'individu est heureux s'il se passe du superflu, s'il se passe de ce qu'il a accumulé au cours de sa vie en tant que matière et qu'il de toute façon perdra quand il mourra. Ce courant qu'on appelle le stoïcisme, qui apprend à l'homme à se contenter un petit peu de l'essentiel, qui lui apprend aussi à rejeter et la gloire et la fortune, et d'une certaine façon tous les effets de la société, les relations sociales, les progressions de carrière, on dirait maintenant. Dans l'Antiquité, c'est la course, qu'on appelle la course aux honneurs, c'est-à-dire le fait qu'on occupe des fonctions politiques. Ce courant donc qui demande finalement un retrait de la société, se développe par exemple dans la philosophie, mais aussi dans la littérature, à travers un auteur comme Sénèque par exemple. Sénèque, qui est donc un dramaturge, auteur de théâtre, et philosophe du 1er siècle après Jésus-Christ, est un auteur intéressant parce qu'il était aussi précepteur de l'empereur Néron. C'était un homme de cour, c'était un homme riche, c'était un homme puissant par son influence, et c'est un homme qui dit « abandonnons les honneurs, abandonnons la fortune, contentons-nous du minimum », lui-même étant très riche. Alors voilà un petit exemple de la production de Sénèque. « Loin de vous tous ces biens, si vous êtes sage, ou plutôt pour le devenir, pour devenir sage, abandonnez votre fortune, courez, volez de toutes vos forces après la perfection, un lien vous arrête, dénoué, tranché à l'instant, mais le soin de mon patrimoine me retient, je voudrais en disposer de manière à ce qu'il me suffit, sans travailler, à n'être ni gêné par la pauvreté, ni gênant pour les autres. Ça, c'est ce que dit un personnage. L'autre répond « Parler de la sorte, c'est bien montrer que l'on ignore entièrement la grandeur
l'excellence du bien auquel on aspire, c'est voir d'un coup d'œil superficiel l'utilité de la philosophie, et ne pas entrer assez dans les détails de ses bienfaits, c'est ignorer encore l'appui qu'elle nous prête en tout lieu, et pour parler avec Cicéron, cette bonté protectrice qui nous secourt dans nos plus grands besoins et s'abaisse jusqu'aux plus petits. Donc la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est abandonner les biens matériels, abandonner les attaches, abandonner les illusions, qui sont celles du pouvoir par exemple, pour se recentrer sur soi, sur la contemplation du monde. Croyez-moi, invoquez les conseils de la philosophie, elle vous dissuadera de rester assis devant un comptoir. Quel est votre but? Que voulez-vous? N'avoir plus la pauvreté à craindre, s'il fallait la désirer. Souvent les richesses ont été un obstacle à l'étude de la philosophie. La pauvreté est libre d'entraves et de soins. La trompette sonne. Le pauvre sait que ce n'est pas à lui qu'on en veut. L'alarme se répand. Il cherche où fuir. Non, ce qu'il doit emporter. Quand vous perdez tout, quand vous n'avez rien, vous êtes en quelque sorte davantage libre que les autres. Lui faut-il se mettre en mer? De rivages troublés par le cortège d'un seul homme, il n'est pas entouré de cette multitude d'esclaves que pourraient seuls nourrir les fertiles moissons des régions d'outre-mer. Vous devez fuir, et bien vous n'avez pas avec vous tous ces esclaves qui vous servaient, mais qu'il faut aussi nourrir. La faim est peu coûteuse, c'est le goût blasé qui ruine. C'est celui qui aime goûter des choses différentes et donc qui a besoin d'argent, qui est celui qui est dans l'erreur. La pauvreté se contente de satisfaire les besoins les plus pressants. Alors, évidemment, c'est philosophique, si je puis dire. C'est-à-dire que nous sommes là tout de même sur une pensée du monde qui valorise l'étude par celui qui est savant et qui se détache donc des biens matériels, mais qui en a suffisamment tout de même pour assurer sa survie. Et cette idée-là, que la pauvreté est mère de toutes les vertus, eh bien, elle va traverser tout l'Occident pendant 2000 ans. Si je fais un petit saut comme ça, en papillonnant, on la retrouve bien sûr dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la partie de la Bible qui raconte la vie du Christ. Chez Matthieu, on trouve « La pauvreté est une compagne ardente et redoutable, elle est la plus vieille noblesse du monde, bien peu sont dignes d'elle. » Bon, c'est donc une valeur que d'être pauvre. On la trouvera encore chez un certain nombre d'auteurs français du XXe siècle même, d'obédience chrétienne, mais d'obédience mystique aussi, hein, chez Charles Péguy par exemple, au XIXe, XXe siècle, chez Charles Péguy. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Nous avons, bon, c'est une reprise d'une phrase aussi du Nouveau Testament prononcée par le Christ. On la trouve aussi chez des philosophes comme Nietzsche par exemple. Dans Travail et ennui, il nous dit « Se trouver un travail pour avoir un salaire, voilà ce qui rend aujourd'hui presque tous les hommes égaux dans les pays civilisés. Pour eux tous, le travail est un moyen et non la fin. C'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Or, il est des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans plaisir. Ils sont délicats et difficiles à satisfaire. » Bon, là aussi, on voit quand même que cette pensée-là repose sur une idée simple qui est celle du choix. L'homme, il a le choix finalement de travailler ou pas travailler. Il a le choix de prendre un travail qui est contraignant ou pas contraignant. Bon, nous sommes sur une pensée qui est quand même très très éloignée des vraies contingences de la vie. Je vous fais encore deux petites citations pour vous montrer ce que cette pensée donne encore.
une petite phrase d'Alfred de Musset, donc là on est au XIXe siècle, jour de travail, seul jour où j'ai vécu. Le travail, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Et une autre petite du roi Louis XIV lui-même, rien ne vous serait plus laborieux qu'une grande oisiveté. Il n'y a rien de pire que de ne pas travailler, que d'être non occupé. Alors, bien sûr, c'est cet axe-là, qui se traduisait d'ailleurs par tout un ensemble de mouvements religieux qui ont prôné le dénuement, qui ont prôné le rejet des richesses, qui ont prôné la pauvreté. Mais cette pensée-là, elle est aussi contrebalancée par tout un ensemble d'auteurs ou d'écrivains. Si je prends au XXe siècle, par exemple, Robert Shaw, il nous dit « L'esclavage humain a atteint son point culminant à notre époque sous forme du travail librement salarié. » Donc, le travail, c'est pas le bonheur absolu. Le travail, c'est aussi le fait que nous sommes soumis aux règles qui ne sont pas celles que nous voudrions, mais qui nous astreignent, qui nous écrasent, qui nous maltraitent, tels que les esclaves pouvaient être eux aussi maltraités. Simplement, nous avons l'impression que nous choisissons le monde du travail, alors que nous le subissons. Tout ça pour dire que les auteurs, lorsqu'ils vont définir un monde idéal, ce monde, il va être construit avec un bilan de ce qu'ils voient autour d'eux, mais aussi avec l'accumulation des données culturelles de leur époque. Il y a dans cet Occident que nous connaissons une lame de fond, une grande voie, qui est celle du fait que le christianisme s'est développé d'abord comme une religion à l'adresse, en direction des plus démunis, et donc il y a une forme de valorisation de cette pauvreté. Et puis cette idée-là n'est pas que religieuse, elle est aussi plus généralement philosophique, comme nous l'avons vu avec le stoïcisme par exemple, grande voie de la philosophie gréco-romaine de l'Antiquité, qui rejaillit périodiquement dans notre civilisation. Il n'empêche que pour pouvoir donc définir un monde nouveau, il faut déterminer les tares, les défauts de notre époque, j'y reviendrai souvent par la suite, mais il faut aussi penser dans les traces que nous a livrées la civilisation, penser en regard de ce qu'ont écrit les auteurs avant nous. Notre pensée, elle est héritière. Et ce qu'il faut bien envisager, c'est que nos auteurs utopiques, ils vont hériter de la pensée des grands philosophes, alors sur cette question de la pauvreté, mais aussi sur la question de l'organisation du monde, et ils vont essayer de définir, d'adapter cette pensée à la situation de leur époque. Alors, quels sont les grands auteurs qui ont influencé la pensée utopique ? Eh bien, dans l'Antiquité, par exemple, celui qui influence beaucoup, c'est Aristote. Nos auteurs du XVI, XVIIe, XVIIIe sont influencés par la pensée de l'Antiquité, et Sénèque, on en a parlé, Aristote. Ne serait-ce que dans le découpage des différentes disciplines. Le fait simplement de réfléchir à l'organisation du monde. Aristote, c'est donc un philosophe de l'Antiquité. Il était précepteur d'un des grands personnages de l'Antiquité, qui était Alexandre le Grand. Et il a une œuvre philosophique très importante, il a une œuvre linguistique très importante, c'est un des premiers grands grammairiens d'Occident, mais il a réfléchi aussi au fonctionnement des États et de la société. Voilà un petit extrait qui pose déjà un cadre, et un cadre intéressant parce qu'il nous donne la finalité de l'organisation sociale.
voilà un petit texte qui s'appelle le politique et l'économique. Alors, qu'est-ce qui différencie le politique de l'économique? Et on va voir dans ce petit texte, qui fait 5-6 lignes, que ce qu'il analyse, c'est bien son époque à lui, mais qu'il pose un certain nombre de cadres qui vont déborder sa propre époque. Alors une petite remarque, politique, c'est un auteur grec, hein. Politique, ça vient de polis, polis, P-O-L-I-S, on écrirait ça en français moderne, ça veut dire la cité, mais plus exactement, ça veut dire l'État. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque d'Aristote sur un principe de cité-État. La Grèce, ce n'est pas un pays, la Grèce, c'est un ensemble de villes entourées d'un territoire qui sert à faire vivre cette ville. Le territoire, c'est les champs, c'est les troupeaux, c'est comme la différence entre une commune, une ville, et le territoire communal. Le territoire communal, il déborde largement les habitations de la ville. Donc une cité, c'est un ensemble de maisons regroupées dans une ville, mais c'est aussi tout le territoire qui va avec. Et la Grèce est faite de cités-États, c'est-à-dire qu'elle est faite de ce petit groupement ville-territoire indépendants les uns des autres. On a des grandes villes qui se sont fait la guerre, on a Athènes par exemple qui a fait la guerre à Sparte, mais on a des dizaines de villes indépendantes, comme ça, qui sont des petits États. Et donc la politique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la réflexion sur la manière de gérer, polis, la ville, donc c'est la manière de gérer l'État. La politique, c'est la réflexion sur comment se gère l'État. Et parallèlement, il y a un autre domaine qui est l'économique. Et là aussi, le terme est trompeur pour nous parce qu'on a perdu le sens étymologique. Oikos, en grec, c'est le foyer familial, le foyer. Et donc l'économique, qu'est-ce que c'est? C'est la manière de gérer une petite entité qui est l'entité familiale. Alors que nous dit Aristote? L'économique et la politique diffèrent, non seulement dans la mesure où diffèrent elles-mêmes une famille et une cité, et ce sont là les objets de ces disciplines. L'économique s'occupe de la famille, quand la politique s'occupe de la cité. La politique est l'art du gouvernement à plusieurs. Gérer une cité, ça se fait à plusieurs. On a plusieurs intervenants dans l'ordre de la gestion de l'État. Et ça, on voit bien que c'est propre donc à ces cités-États qui étaient démocratiques pour une part d'entre elles, comme Athènes par exemple, avec une assemblée dans laquelle les gens étaient tirés au sort, qui représentait le pouvoir législatif et qui désignait un pouvoir régulateur, un pouvoir incarné par un individu qui dirigeait la cité. Donc la cité, l'État se dirige à plusieurs, nous dit la philosophie grecque. Et l'économique, l'administration, d'un seul. On a un chef de famille. C'est un peu ringard pour nous, mais en tout cas, voilà, la famille, elle a un chef, c'est le père de famille. Donc, la famille et l'État, ça ne se compare pas, ça ne se peut pas se gérer de la même façon, se réfléchir de la même façon. Ça aussi, c'est une réflexion très moderne, parce que si vous écoutez la moitié de la classe politique française, ils vous diront que quand on a un salaire, on ne peut pas dépenser plus que son salaire. Et donc l'État, il ne peut pas dépenser plus qu'il ne reçoit. Ça, c'est typiquement une confusion entre l'économique et le politique. C'est typiquement une réflexion qui fait que on considère que gérer le grand tout, celui de l'État, c'est comme gérer le tout petit ensemble qui est celui de la famille. Or non, c'est deux domaines très différents. J'y reviendrai peut-être à un autre moment, mais s'il y a une chose, par exemple, extrêmement sûre, c'est que dans 50 ans, je serai mort, et donc, mon salaire ne tombera plus. Ça, c'est le problème familial. Dans 50 ans, mon salaire n'irriguera plus ma famille. Mais ce qu'on est sûr aussi, c'est que dans 50 ans, il y aura des gens qui habiteront sur un territoire qui est celui de la France, et puis que ceux-là travailleront, et ceux-là auront des salaires, et ceux-là paieront des impôts.
Donc gérer une famille ne se fait pas du tout comme gérer un État. Bon. Il est du ressort de la politique de présider aussi bien la constitution d'une cité que de veiller à son bon fonctionnement. La politique, elle crée l'État, elle décide de l'État, elle gère l'État. L'économique, lui, va gérer la famille, fonder la famille. Et c'est là que Aristote va décoller un petit peu. Une cité est une certaine quantité de maisons, de terres et de biens suffisant pour assurer une vie heureuse. Et là, il donne donc à la société, tant politique que familiale, à l'ensemble, il donne un objectif, c'est que les gens se rassemblent pour être heureux. C'est là une chose manifeste, dit-il, car dès qu'on n'est plus capable d'atteindre cette finalité, la communauté se dissout. Et si vous n'êtes pas heureux à vivre avec moi dans la même cité, eh bien partez. Ou c'est moi qui pars. C'est en vue de ce genre de vie, le bonheur, que les hommes s'associent. Ça, c'est un texte qui fait beaucoup réfléchir à toutes les époques, au bout du compte, parce que ça suppose que l'individu n'est pas une pièce d'un rouage dont il ne peut s'extraire, l'individu n'est pas posé là et il subit, l'individu est là parce que l'ensemble est construit pour lui, parce que l'ensemble est construit pour le rendre heureux, parce que l'ensemble est là pour qu'il interagisse avec des ensembles équivalents, une famille avec des familles, de famille à famille, et puis que le tout, toutes ces familles, construisent un État fait pour leur bonheur. Et donc tous les auteurs s'interrogent, et une part de leur réflexion, c'est de se demander si, dans leur époque, il y a cette dimension bonheur qui est jouable, si je puis dire, qui est valide ou pas. Est-ce que la France du XVIIe siècle est faite pour assurer le bonheur des familles? Est-ce qu'on peut partir? Oui, non. Et quand on va construire quelque chose, eh bien ce quelque chose, comment va-t-il intégrer la notion de bonheur? Ce quelque chose, comment va-t-il intégrer cette distinction que nous sommes des familles qui composons des États que nous dirigeons? Est-ce que la pensée d'Aristote, elle est valable ou pas pour mon époque? Est-ce que je m'appuie sur elle pour construire quelque chose? Mais les auteurs, ils font un bilan de leur époque, mais pour proposer une amélioration, mais ce bilan, il est culturel. C'est pas de la simple observation, il y a des pauvres dans la rue. C'est aussi le fait qu'ils sont nourris de la culture des périodes antérieures, et donc que leur regard, il est éclairé par ce texte, entre autres, d'Aristote. Il y a un autre grand axe qui va interpeller les auteurs français en particulier, une autre grande réflexion, c'est celle de la philosophie anglaise. Alors, pourquoi de la philosophie anglaise? Eh bien parce qu'il faut imaginer que la Grande-Bretagne, par le fait qu'elle a très très tôt mis en place un système politique monarchique, un roi, mais une monarchie parlementaire, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle le roi, contrairement à la France, n'a pas tout pouvoir, une monarchie dans laquelle le roi doit composer avec un certain nombre de groupes, d'individus. Le fait que nous soyons sur un système où les pouvoirs royaux sont très clairement encadrés par des textes législatifs, comme par exemple l'habeas corpus, qui indique que nul pouvoir ne peut, n'est autorisé à se rendre maître sans raison d'un individu ou de ses biens. On n'a pas le droit de vous confisquer vos biens, on n'a pas le droit de vous arrêter sans qu'il y ait des raisons très clairement définies par les textes de loi.
Le fait donc que nous soyons sur un système très régulier, il y a des règles qui s'appliquent, qui sont instaurées par des pouvoirs qui s'opposent, le fait que nous sommes sur un système parlementaire, c'est-à-dire que on tracte, fait que la philosophie britannique s'est davantage développée sur des réflexions qui sont des réflexions du possible. Puisque nous établissons les lois, réfléchissons à comment les établir. En France, où nous sommes sur un principe au contraire de monarchie absolue, de droit divin, le roi est représentant de Dieu sur terre, évidemment, rien n'est possible. Donc c'est beaucoup plus difficile d'envisager le développement philosophique du fonctionnement de l'État si de toute façon rien n'est possible. Je vais vous donner un exemple ou deux très significatif de cela. Sur le XVIIIe siècle et sur un grand mouvement éditorial qu'on appelle l'encyclopédie. Au milieu du XVIIIe siècle, un certain nombre de philosophes, qui sont amenés par deux d'entre eux, qui sont Diderot et d'Alembert, font un projet qui est tout à fait fou, tout à fait déraisonnable, tout à fait, au bout du compte, novateur. C'est de faire un livre dans lequel tout le savoir de leur époque serait concentré. L'encyclopédie. Alors nous, des encyclopédies, c'est un mot banal pour nous, mais pour eux, c'est un concept très très novateur. Faire en sorte que dans un seul lieu, on puisse trouver la connaissance. Et ce principe, il heurte de manière directe, immédiate et totale tout le fonctionnement social, politique, philosophique du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des systèmes dans lesquels le savoir se transmet par, on pourrait dire caste, en tout cas se transmet par métier. Si vous êtes forgeron, vous avez un savoir de forgeron, vous allez prendre un apprenti. La prise d'apprenti, elle se fait selon des règles très simples. Vous allez prendre un jeune homme très jeune qui va venir vous aider dans votre forge. Vous allez signer un contrat avec ses parents s'engagent à lui fournir 2 costumes par an, à donner un peu d'argent pour le nourrir, vous allez lui donner un savoir, bon, c'est un contrat d'apprentissage qui fait que vous allez donner un objet secret qui vous appartient à vous, à un jeune homme, qui par la suite pourra exercer ce métier, donc être concurrent par rapport à vous, ou simplement vous succéder quand vous ne serez plus en état d'exercer votre métier. Donc le savoir, il se distribue de manière privée, il se transmet d'individu à individu. Et donc faire un livre dans lequel tout le savoir du forgeron se trouve exposé, écrit, décrit, avec des dessins, des schémas, avec une explication très claire de ce que c'est qu'une forge, ça contrevient totalement au principe même d'organisation sociale. Donc très vite, le roi, Louis XV, interdira l'encyclopédie. Si par exemple vous voulez savoir comment on fait pour attacher des voiles de bateau sur un bateau à voile dans un port quelconque de France, vous allez dans l'encyclopédie, on va vous expliquer comment on coupe des voiles, comment on coud des voiles, comment on attache des voiles, voilà, vous n'avez pas besoin de faire 15 années d'apprentissage en tant que mousse sur un bateau. Si vous voulez savoir comment on fond des canons, eh bien, il y a tout un ensemble d'articles sur la fonte des canons, comment on fabrique des canons. Donc le savoir, qui est un pouvoir, le savoir est exposé là. Très vite, Diderot devra publier son livre hors de France, dans les pays qui sont justement plus libres, au point de vue de la maîtrise par le pouvoir de la liberté de parole. Il publiera en Hollande les tomes de l'encyclopédie qui s'échangeront sous le manteau, dirait-on aujourd'hui, en France. Dans cette encyclopédie, il y a des contestations du pouvoir royal.
mais simplement, ça n'est pas possible. Donc, comment faire? Eh bien, les auteurs trouvent des biais qui sont des biais à la limite de la plaisanterie, mais qui, en tout cas, illustrent ce que c'est que d'être dans un pays où on ne peut pas réfléchir. Exemple, 2 exemples parmi d'autres. Dans l'article roi, parce que ça décrit les arts, les techniques, mais ça décrit l'encyclopédie aussi, il y a des articles, il y a 1500 auteurs au moins dans cette encyclopédie, de Diderot d'Alembert, Diderot d'Alembert étant les 2 auteurs qui coordonnent. Il y a une description aussi du fonctionnement du monde. Il y a un article roi. Le premier sens qu'il donne au mot roi, c'est petit oiseau. Pourquoi? Eh bien parce que ils font ce qui est scientifiquement contestable, mais qui dans le contexte est la seule chose qu'ils peuvent faire. C'est qu'ils télescopent 2 articles qui sont roitelet. Un roitelet, c'est un petit oiseau, et roi, le chef d'une monarchie. Et ils choisissent de mettre comme premier sens à roi le sens de roitelet. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est un petit oiseau. Et puis après, c'est celui qui est la tête d'une royauté, il est de droit divin, enfin voilà, bon, après, on décrit ce que c'est qu'un roi. Mais le lecteur n'est pas dupe, c'est-à-dire que quand il voit ça, il sait qu'il y a là une attaque. Mais elle est quand même fort bénigne. Je vous donne un autre exemple qui est l'article trône, le trône royal. Trône, le siège sur lequel s'assoit le roi. Dans tout le texte, il est écrit comme on l'écrit normalement, T-R-O, accent circonflexe, N-E, le trône. Sauf que dans l'article, il est écrit avec un H. T-H-R-O-N-E. Alors pourquoi? Eh bien, quand on va à la lettre H, il est dit très clairement que le H apparaît dans les mots désuet. Désuet, c'est-à-dire passé de mode, c'est-à-dire vieillot. Donc le trône, c'est désuet. Le trône, c'est passé de mode. Voilà, le trône, c'est un vieux mot. Donc, il faut comprendre à travers là que la monarchie, c'est une vieille idée dont il faut se débarrasser. Et quand on regarde encore à cet article H, lettre de la lettre H, on nous dit que le H est l'héritage d'un accent en grec qu'on appelle l'esprit rude. C'est un petit C que l'on met au-dessus des voyelles quand les mots commencent par une voyelle. Alors ça c'est étymologique, effectivement. Les mots grecs pouvaient commencer par une aspirée. Héraclès, par exemple, avec un aspiré, qu'on a rendu nous par un H en français, mais qui se rendait simplement par un petit C qu'on mettait au-dessus de la voyelle initiale dans les mots grecs. Les Grecs, quand ils lisaient ça, ils savaient que ça commençait par un aspiré. Bon. Et on appelle ça un esprit rude. Et donc, les auteurs de dire qu'il y a dans trône un esprit rude, c'est-à-dire qu'il y a une dimension violente dans la monarchie. Mais sous couvert d'un discours sur l'étymologie, eh bien, on fait passer une contestation politique. Donc voilà, ça c'est un pays où on n'a pas le droit de penser. C'est un pays dans lequel on n'a pas le droit de définir ce que pourrait être un changement radical du monde dans lequel on vit. Comme la Grande-Bretagne, elle est monarchie parlementaire, on fait les lois collectivement, donc on peut penser. Alors certes, on ne sera pas d'accord, certes, ce que je vous propose, c'est pas intéressant, vous n'en voulez pas, bon, très bien. Mais en tout cas, j'ai le droit d'exposer un avis. Alors il y a plusieurs philosophes anglais qui vont particulièrement interpeller les auteurs occidentaux parce qu'ils vont partir sur des descriptions de cette Grande-Bretagne du XVIIe ou du XVIIIe siècle et qui vont bien montrer au reste de l'Europe qu'effectivement la situation n'est pas pareille partout et qu'elle est intéressante, cette situation, dans les philosophies qui s'expriment dans chaque époque. Alors le premier, nous allons voir 2 qui sont John Locke et Hobbes, Jonathan Hobbes.
John Locke, on est là à la fin du XVIIe siècle, on est là vers 1690, il a écrit un texte qui s'appelle Deux essais sur le pouvoir civil. Et donc il fait un texte qui réfléchit sur comment s'organise le pouvoir politique. Et il commence de manière très directe, la raison pour laquelle les hommes entrent en société, donc Aristote nous disait c'est pour le bonheur, John Locke nous dit c'est qu'ils veulent sauvegarder leur propriété. La fin qu'ils se proposent lorsqu'ils choisissent et habilitent un pouvoir législatif, c'est de faire adopter des lois et établir des règles qui servent de protection et de clôture à la propriété dans la civilisation, dans la société entière, de façon que chaque élément ou chaque membre de celle-ci détienne seulement un pouvoir limité et une autorité tempérée. Alors, il y a deux grandes dimensions de cette phrase qui est vraiment fondamentale pour comprendre la philosophie britannique en l'occurrence. C'est que nous ne vivons pas ensemble pour être heureux, mais nous vivons ensemble pour protéger nos biens, et nous choisissons nos dirigeants, le pouvoir législatif, pour qu'ils fassent des lois, et que ces lois, qu'ils fassent des lois qui limitent et tempèrent l'autorité. Nous nous rassemblons pour protéger nos biens, et nous choisissons un système politique qui fera en sorte d'équilibrer les pouvoirs. On est donc absolument dans une situation qui est surprenante pour la France. Il est des pays où on peut dire clairement que l'autorité, on l'a choisie, et que cette autorité, elle doit être équilibrée. Et puis il y a une optique, c'est que nous sommes là pour prospérer. Prospérer, la propriété privée est le fondement de l'organisation politique. Alors on va voir tout à l'heure ce que ça donne chez Rousseau. En aucun cas, continue John Locke, on ne saurait imaginer que la société veuille habiliter le pouvoir législatif à détruire l'objet même que chacun se proposait de sauvegarder quand il s'est joint à elle, et que le peuple avait envie quand il s'est donné des législateurs de son choix. En aucun moment on pourrait imaginer qu'on se donne un pouvoir qui a pour objectif de supprimer la propriété privée, puisque nous l'avons créé pour cela. Chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l'esclavage d'un pouvoir arbitraire, il entre en guerre contre lui. Donc, si le pouvoir veut prendre nos biens ou veut limiter notre liberté, alors c'est la guerre. Dès lors, il est dispensé d'obéir, le peuple, et il n'a plus qu'à se fier au remède que Dieu a donné à tous les hommes contre la violence et la force. Dieu autorise la révolte si c'est pour protéger sa liberté et si c'est pour protéger ses biens personnels. Donc on est là sur une pensée qui est vraiment très très différente de ce qu'on peut trouver en France. John Locke a fait aussi un essai sur le gouvernement civil, et dans cet essai sur le gouvernement civil, voici ce qu'il dit: l'avarice, la dureté envers les pauvres, l'oisiveté et plusieurs autres défauts sont des péchés de l'aveu de tout le monde. Donc, nous avons la propriété, l'État protège la propriété, mais il faut aider les pauvres, il ne faut pas être avare de son argent, mais il ne faut pas être aussi feignant, oisiveté, pour les pauvres. Donc c'est une organisation, finalement par le travail, qui se dessine. Qu'est-ce qu'une société qui s'améliorerait? C'est une société dans laquelle tout le monde, par son travail, accumulerait une richesse de plus en plus grande. Un autre philosophe britannique qui a eu une grande influence sur l'ensemble de la pensée occidentale, c'est Hobbes. Hobbes,
qui a écrit un essai qui a eu un très grand succès, qui s'appelle Léviathan. Alors le Léviathan, qu'est-ce que c'est? C'est un monstre marin, et eh bien, il faut éviter les monstres marins. Il faut essayer d'éviter de donner un pouvoir démesuré à certains individus, pouvoir qui de fait dépasserait le pouvoir complet que les hommes souhaiteraient lui donner. Alors, regardons quelques extraits de cette pensée. Voici donc un extrait. Alors, je remets la main dessus, puisque j'ai plusieurs textes en cours. Étant donné qu'il n'existe pas au monde de république, d'État, où l'on ait établi suffisamment de règles pour présider à toutes les actions et paroles des hommes, cela serait impossible. Il s'ensuit nécessairement que dans tous les domaines d'activité que les lois ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme leur étant le plus profitable. Alors là aussi, c'est tout à fait novateur. C'est une définition, nous sommes là en 1651. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est ce qui n'est pas le domaine de la loi. Alors ça se comprend de manière très très simple pour nous. Pour prendre un exemple simple, c'est que la loi, elle ne dit pas ce qui est autorisé, elle dit ce qui est interdit. Si je prends par exemple la nourriture, si on devait faire une loi qui nous dit tout ce qu'on doit manger, tout ce qu'on est autorisé à manger, la loi elle dirait vous êtes autorisé à manger dans les légumes, les petits pois, les haricots, les navets, puis dans la viande vous êtes autorisé à manger ceci, cela, puis dans les fruits ceci, cela, et la loi elle ferait des dizaines de pages. Non, la loi elle ne dit pas ce qu'on a le droit de faire, elle dit ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je suppose que parmi les choses qu'elle dit, il doit y en avoir 3 ou 4, on n'a pas le droit de manger les hommes, bon, ça l'anthropophagie, non, les animaux domestiques, je crois, donc chiens et chats, et puis ça doit à peu près être tout. Donc la loi dit ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc Hobbes nous dit, il n'y a aucun pays dans lequel on peut régenter sur tout ce que l'homme pourrait faire. Donc chaque fois que la loi n'interdit pas quelque chose, on est libre. Dans tous les domaines d'activité que les lois ont passé sous silence, les hommes ont la liberté de faire et de dire ce qu'ils veulent, ce qui leur est le plus profitable. Et donc là, ça ouvre des perspectives sur la France, par exemple, où le pouvoir est arbitraire, où il n'y a pas de loi écrite, où le roi arrête qui il veut. Non, il y a des domaines où c'est les lois qui ont une domination sur l'action du roi, qui dirige l'action du roi. Et Hobbes continue, si nous prenons le mot de liberté dans son sens propre, de liberté corporelle, la liberté de mouvement, être ni enchaîné ni emprisonné, il serait tout à fait absurde de la part des hommes de crier comme ils le font pour obtenir cette liberté dont ils jouissent si manifestement. Et oui, en Grande-Bretagne, il y a un habeas corpus, tu as un corps, et dans ce texte de loi, il est dit qu'on n'a pas le droit d'arrêter les gens de manière arbitraire. Alors en France, oui, on peut arrêter qui on veut, ce qu'on appelle les lettres de cachet, elles ont un cachet, le cachet du pouvoir dessus, le sceau du pouvoir, et on arrête qui on veut. Donc liberté, on ne doit pas se contenter d'avoir la liberté de mouvement, de toute façon on l'a déjà, on ne peut pas la demander. Hobbes continue, si nous entendons par liberté le fait d'être soustrait aux lois, il n'est pas moins absurde de la part des hommes de réclamer cette loi. Être libre, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de loi. Pourquoi? Eh bien parce que les lois sont sans pouvoir pour protéger les hommes s'il n'est pas un glaive entre les mains d'un homme ou de plusieurs pour faire exécuter ces lois. Les lois, elles interdisent, mais dans les faits, elles protègent.
elle protège, parce que s'il n'y avait pas de loi, sans les lois, n'importe quel homme se rendrait maître de leur vie. S'il n'y avait pas de loi, ce serait l'anarchie, ce serait le fait que le plus fort régnerait sur le plus faible. Donc vous voyez, la pensée de Hobbes, elle est complexe parce qu'il nous dit il n'y a liberté que là où il n'y a pas de loi, mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a aucune liberté. Et ces lois, nous les fabriquons nous-mêmes. Donc il y a une pensée qui est un peu complexe, mais qui est finalement relativement simple, qui est de dire que nous vivons en société, donc il nous faut des règles, donc des lois. Ces lois nous interdisent un certain nombre de choses, mais partout où les lois n'interdisent rien, nous sommes parfaitement libres. Et il conclut, la liberté ne réside par conséquent que dans les choses qu'en réglementant leur action, le souverain a passé sous silence. Et là, il fait une liste qui est typique de la Grande-Bretagne, la liberté d'acheter et de vendre, de conclure d'autres contrats les uns avec les autres, liberté du commerce, choisir sa résidence, on peut se déplacer comme on veut, le genre de nourriture, on mange ce qu'on veut, le métier, éduquer les enfants comme on le juge convenable, et ainsi de suite. Donc avec Hobbes, on a un arrière-plan qui est l'arrière-plan d'un monde dans lequel les hommes ont le droit, la possibilité de faire tout un ensemble d'actions qui relèvent de leur vie privée, où ils habitent, comment ils se déplacent, ce qu'ils mangent, comment ils éduquent leurs enfants, les affaires qu'ils font. Avec John Locke, on a insistance sur cette dimension qui est qu'on choisit le gouvernement et que ce gouvernement a pour but de nous aider à prospérer, sans oublier les pauvres. Mais avec ces deux auteurs, on a un monde qui est finalement un monde qui réfléchit sur la manière dont le système politique est organisé pour assurer ces libertés. Et ça choque en quelque sorte le pouvoir français, parce que en France, au contraire, l'ensemble du pouvoir est organisé pour contraindre les individus. Donc les auteurs que nous allons avoir qui vont réfléchir en termes d'utopie, c'est des auteurs qui vont implicitement faire un bilan sur leur époque, mais un bilan qui est fait des lectures tant de l'Antiquité, recherche du bonheur, séparation entre famille et État, tant de leur lecture d'auteurs contemporains, 17e, 18e siècle, qui décrivent un monde qui est très différent de celui que l'on vit, en France en tout cas. On pourrait multiplier d'autres références philosophiques sur la philosophie britannique, comme par exemple Adam Smith. On est là sur la fin du XVIIIe siècle, c'est 1776. Il s'est intéressé sur la richesse des nations. Il a écrit un traité qui s'appelle Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et dans ce texte, eh bien, il pose très clairement que ce qui fait la valeur d'un régime, c'est le fait qu'il laisse libre l'expression du commerce. Petite citation, le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie, ou plutôt c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est ce qui s'échange, ce qui se produit, ce qui s'échange. Par conséquent, puisque chaque individu tâche le plus qu'il peut, premièrement d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale, et deuxièmement de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. Puisque vous travaillez à votre enrichissement propre, et que, ce faisant, vous augmentez la richesse de la nation,
eh bien vous avez une nation qui s'enrichit parce qu'elle a de plus en plus de production, parce que vous-même, vous vous enrichissez à votre niveau. Donc cette idée que c'est l'argent qui domine et qui fait la richesse des individus, c'est, vous voyez, assez inscrit dans la philosophie britannique. Donc nos auteurs occidentaux, français, ils ont, quand ils vont tenter de définir un état idéal ou meilleur, eh bien, ils ont en arrière-pensée, évidemment, la philosophie antique, mais ils ont aussi la philosophie contemporaine britannique. Et puis, et c'est le troisième grand pôle philosophique qu'il faudrait analyser si on veut vraiment être complet sur finalement les grandes influences de l'utopie, il y a aussi les contre-coups de la découverte de l'Amérique. Ah, alors ça c'est un petit peu plus étrange, mais il faut se rappeler que le XVIIe et XVIIIe siècle ont été des siècles d'exploration géographique, et que l'Europe, très centrée sur elle-même, l'Europe dominatrice, l'Europe qui gouvernait l'univers, cette qui, quand elle voulait par exemple envoyer des expéditions militaires à l'autre bout de l'Occident, si elle voulait envoyer des expéditions à Byzance, à Jérusalem, eh bien pouvait là-bas fonder des États latins, des États chrétiens, des États francs. Bon, la suprématie militaire, la suprématie artistique, cette Europe-là, avec la découverte de l'Amérique, avec d'autre part le fait que de plus en plus les contacts avec le monde arabe se multiplient, avec le fait que on multiplie aussi les expéditions africaines, mais aussi orientales, l'augmentation, la densification par la route de la soie des échanges avec la Chine, tout cela fait que l'occidental, qui perd d'ailleurs sa suprématie militaire, c'est l'Empire turc, la sublime porte, qui de plus en plus va grignoter sur l'Occident. Ce n'est plus les Occidentaux qui vont reculer leur zone d'influence, mais ils vont la voir rétrécir sur l'Europe de l'Est. Je vous renvoie à ma vidéo sur les vampires. Les Occidentaux, donc, de plus en plus, s'aperçoivent que la construction culturelle qui est la leur n'est pas la seule. C'est Montaigne, déjà, qui, dans ses essais, nous sommes là à la fin du XVIe siècle, Montaigne, qui avait vu des Indiens avec le roi de France à Nantes. Des bateaux avaient déchargé des passagers indiens. Il était venu voir ça. Montaigne s'aperçoit à l'évidence que d'autres mondes existent, se sont développés sans que nous n'en sachions rien, et que cela relativisait donc cette position supérieure de l'occidental. La culture, la société, l'organisation occidentale est-elle finalement un bien ou un mal? Quand on voit que dans les îles, dans les pays d'Afrique, dans des pays plus ou moins lointains, nous avons des organisations sociales différentes, nous avons des peuplades différentes qui se développent. Et cela donne naissance à un grand mythe de l'Occident qui va durer jusque dans les années 1950, 60, lorsque Claude Lévi-Strauss va publier, qui est un grand ethnologue français, va publier Triste Tropique, dans lequel il va montrer que les organisations sociales de l'humanité sont très multiples. Ce mythe qui va naître donc avec le XVIe, XVIIe siècle, c'est le mythe du bon sauvage, à savoir que l'homme a construit une société qui l'écarte de la nature, mais que si l'homme retourne, abandonne la société, il retrouvera sa bonté initiale. Oui, c'est un axe philosophique tout à fait différent, puisque la philosophie
finalement antique nous disait, eh bien, il y a des biens, ou alors il y a une pauvreté, l'un ou l'autre, qui assure le bonheur, on doit s'assembler pour trouver le bonheur. Il y a une philosophie britannique qui dit, nous devons fabriquer des lois pour aider à l'enrichissement collectif. Et puis, nous avons finalement un autre grand axe philosophique qui est de dire, la société, la civilisation, la culture, ça corrompt l'homme, et il doit retrouver une pureté d'origine en abandonnant tout cela. C'est Rousseau que nous avons gardé comme grand philosophe de cette idée-là. Rousseau qui écrit un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Voici un extrait très significatif. Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons, heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut. La propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Donc c'est une philosophie qui consiste à dire que finalement, il y a un moment donné où l'homme était non sédentaire, et donc il vivait de rien, de petites communautés qui étaient libres, bonnes, heureuses. Et puis la propriété est arrivée, l'accumulation est arrivée, l'agriculture est arrivée, puis la métallurgie. Nous avons construit des villes, nous avons construit des systèmes complexes, nous avons échangé, et nous sommes devenus malheureux et mauvais. C'est finalement très très contraire à la philosophie britannique, qui repose au contraire sur la liberté et le commerce. Cette idée-là, elle est importante aussi parce qu'elle va donner un autre horizon à la réflexion. Est-ce que nous devons fabriquer une société qui va reposer sur la volonté, la liberté, la recherche du bonheur, la science? Est-ce que nous devons fabriquer une société meilleure en libéralisant les échanges et en équilibrant les pouvoirs? Est-ce que nous devons au contraire abandonner la société pour repartir sur des systèmes plus simples de nations? Une fois, vous voyez, les auteurs ils vont faire un bilan de leur époque. Mais ce bilan, eh bien, il est fait avec toute une pensée, une arrière-pensée philosophique. Est-ce que c'est l'arrière-pensée philosophique de l'Antiquité, de la philosophie britannique, de ce mythe du bon sauvage? Laquelle va chez les auteurs dominer? Laquelle de ces trois? Une remarque, ce mythe du bon sauvage, la philosophie grecque la possédait déjà, mais inversée. Nous avons un texte qui s'appelle le Banquet de Platon, là donc 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel un individu arrive pendant un banquet et dit « Regarde, moi, je suis habillé avec la laine de mes moutons, je mange, je bois ce que je produis moi-même, je fais des fromages avec le lait de mes brebis, moi je n'ai besoin de personne. » Et tout le monde le regarde comme si c'était un sauvage. L'individu, son objectif, ce n'est pas d'être autosuffisant. Le but de l'individu, c'est d'interagir avec les autres. Donc voilà ce que disait Platon. Aristote a donné une formule qui veut dire exactement la même chose. Il a dit « L'homme est un animal politique
politique dans le sens que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire polis, la cité. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en bande, en groupe, en société. Et donc ce mythe du bon sauvage, il est très contraire à cela. Et il ne fait pas l'unanimité non plus au XVI, XVII, XVIIIe siècle. Je l'ai dit tout à l'heure, un philosophe comme Machiavel, dans Le Prince, lui pense au contraire que l'homme est fondamentalement mauvais et que c'est la société qui justement l'encadre et le maintient dans des axes qui sont les axes qui le font agir au mieux pour son intérêt et en espérant au mieux l'intérêt des autres. Il y a donc, vous voyez, des pensées différentes qui s'expriment, qui sont contraires, mais qui servent d'arrière-pensée, d'arrière-plan à tout bilan que l'on peut faire sur une situation qui est celle des auteurs. L'auteur pense, mais il pense avec sa culture. Il pense son quotidien, il pense la réalité de son époque en regardant ce qui se passe ailleurs et avec la culture qu'il a. Donc comment on construit une cité utopique? Ça dépend d'où on part. Ça dépend de quelle est sa société, mais aussi de quelle est la philosophie à laquelle on va adhérer. Et donc c'est ce que nous allons voir dans la troisième vidéo, qu'au XIXe siècle, les auteurs se sont lancés dans des propositions, et ces propositions, eh bien, elles héritent de ces philosophies dont j'ai parlé là, mais surtout, elles font un bilan très différents les uns des autres. Les auteurs font des bilans très différents les uns des autres de leur situation contemporaine. Au revoir à tous.